Qui veut corriger le premier exercice? Le premier exercice, qui veut corriger? Voilà, nga dem tableau école la kii bu nu fee dem tableau bàyyi ma vidéo Venez au tableau. kay classe doo ngay def classe ngay def gars yi la bëgg a rey S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir? Il me faut des volontaires, hein, moi je ne corrige pas. C'est-à-dire, vous essayez, si vous trébuchez, là j'apporte quelque chose, mais je ne corrige pas la classe de la classe. Hein. Qui veut corriger? Le deuxième exercice, qui veut corriger? Le premier exercice, qui veut corriger? On commence par un. Même chose. L'exercice numéro 1. Que pensez-vous des critiques adressées par plusieurs scientifiques au modèle traditionnel du cycle hydrologique qui ne considère que les processus biophysiques comme facteurs de circulation de l'eau sur Terre? Citation extrait de l'Ouest, machine 2023. Nous pensons que les critiques faites par les scientifiques au modèle traditionnel du cycle hydrologique sont très importantes, car le modèle traditionnel se concentre principalement sur les facteurs biophysiques, à savoir l'évaporation, les précipitations, le ruissellement, etc. Il faut souligner que ce modèle ne tient pas suffisamment compte d'autres facteurs tels que la géologie, la topographie et l'occupation du sol. Les interactions avec les écosystèmes, à cela s'ajoute une variabilité spatio-temporelle et la variabilité géographique, différents types de sols, topographie, etc., et temporelle, saison, événements extrêmes, doit être prise en compte. En effet, le changement climatique, le modèle traditionnel ne prenait pas suffisamment en compte de ses effets climatiques sur les précipitations, les températures et les schémas hydrologiques. Pour anticiper les impacts futurs, il faut souligner aussi que les données de ce modèle sont insuffisantes car ces dernières sont limitées. Bref, ces critiques mettent en évidence l'importance du modèle complet qui intègre les facteurs pour une meilleure compréhension et gestion des ressources en eau. Merci beaucoup pour cet apport. On sent qu'il a fait de la recherche pour pouvoir vraiment échanger autour de ce questionnement. Parce que c'est un questionnement. Et la recherche, à partir de l'année prochaine, vous serez dans le monde de la recherche. Elle est faite de questionnement. C'est-à-dire, vous avez l'habitude de voir le cycle de l'eau. Pensez-vous qu'il est toujours pertinent de le concevoir ainsi, en tenant compte que des facteurs biophysiques, les transports de matière, etc. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que c'est juste, vous argumentez. Si vous pensez que ce n'est pas juste, vous argumentez. Et pour lui, le cycle de l'eau tel que présenté ne prend pas suffisamment en compte lesquels éléments. Le changement climatique est quoi? Et les facteurs anthropiques. Donc, il estime que le cycle de l'eau tel que présenté, le modèle classique du cycle de l'eau, ne prend pas suffisamment en compte les changements climatiques, c'est-à-dire les effets du changement climatique, et les actions anthropiques, c'est-à-dire nos effets à travers notre manière d'habiter, notre manière d'utiliser
les ressources, etc., notre manière, notre relation à la ressource. Donc ce cycle de l'eau ne rend pas bien compte de ces impacts-là, d'origine anthropique. Je prends un deuxième sur cette question avant que je n'apporte ma réponse. Qui veut? Une deuxième personne? Sinon je ne corrige pas. Et je corrigerai uniquement pour lui. Et quand il viendra au bureau. Donc il faut essayer. Et c'est comme ça qu'on se forme. Qui veut prendre la parole? Qui a traité cette question? Vous voulez essayer? C'est toujours les mêmes, hein? Et ne vous étonnez pas que le jour de l'examen, ne pensez pas que je vais les favoriser. Moi, je cours sous anonymat. Mais c'est parce qu'ils auront suffisamment répondu, etc., qu'ils vont être en... Voilà. Donc, il faut essayer. On n'est pas là pour saboter qui que ce soit. Nous sommes là dans l'apprentissage. Exercice 1. Que pensez-vous des critiques adressées par plusieurs scientifiques au modèle traditionnel du cycle hydrologique qui ne considèrent que les processus physiques comme facteurs de circulation de l'eau sur Terre? Je suis d'avis avec ces critiques. Oui, je le dis parce qu'ils ne considèrent pas l'impact hydrologique des activités humaines. Les sociétés humaines aménagent les milieux naturels et implantent divers ouvrages de régulation pour optimiser la gestion de la ressource en eau divers ouvrages de régulation pour optimiser la gestion de la ressource en eau ou réduire les risques hydrologiques. Il s'agit par exemple de la dérivation tout ou partie d'un cours d'eau pour alimenter de vastes domaines irrigués ou de l'implantation d'un barrage pour la production hydroélectrique ou le drainage des crues. Ces aménagements et la gestion qui en est faite ont généralement pour conséquence de fortement modifier le régime hydrologique des cours d'eau, voire, dans certains cas, le cycle hydrologique des bassins versants correspondants. La modification du comportement hydrologique des hydrosystèmes peut aussi être induite de façon indirecte par les activités humaines. C'est le cas par exemple de la déforestation de certains territoires, parfois liés aux pratiques agricoles locales, ou de l'imperméabilisation des sols, accompagnant toujours l'urbanisation de nombreux bassins versants. Ces modifications de l'occupation des sols conduisent généralement à une forte modification de la répartition des flux hydriques à l'interface sol-végétation, atmosphère, qui se traduit souvent par une intensification des événements hydrologiques extrêmes, crues ou étiages. Donc l'impact hydrologique des activités humaines peut aussi résulter du tracé des diverses voies de communication qui modifient les limites naturelles du bassin versant et les écoulements. Quel que soit le contexte considéré, une préoccupation importante des communautés humaines est de pouvoir estimer l'impact sur l'hydrologie de leurs activités existantes ou projetées. L'impact hydrologique du changement climatique. Le changement climatique global en cours, lié pour partie à l'aménagement, à l'augmentation des gaz à effet de serre, résulte des activités humaines, conduit déjà à une modification significative des climats régionaux et des cycles hydrologiques. Il en résultera naturellement de façon plus ou moins accentuée suivant les régions du globe. Une modification de la surface continentale des comportements hydrologiques des hydrosystèmes et par suite de la ressource en eau et des risques hydrologiques. La possibilité d'anticiper ces changements est une nécessité pour anticiper les adaptations inévitables et nécessaires qui doivent envisager nos sociétés.
une analyse hydrologique effectuée dans ce contexte, par exemple pour objectif d'estimer la modification de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes. Merci beaucoup. Merci, vous avez fait du bon travail de recherche. Et c'est ça la recherche. N'attendez pas tout de l'enseignant. Effectivement, ce qu'ils ont dit, c'est ça. Que ce modèle classique du cycle de l'eau ne rend pas bien compte de la réalité de ce cycle, de l'impact, comment l'homme peut impacter ce cycle. Au point qu'aujourd'hui, au lieu de parler de cycle de l'eau tout court, on parlera de cycle hydrosocial. L'hydrosocial, tellement les sociétés ont impacté ce cycle-là. À travers nos activités, je donne un exemple, l'imperméabilisation. À travers nos activités, les feux de brousse, par exemple, la déforestation, à travers nos activités, même le changement climatique d'origine anthropique, qui va plus ou moins accélérer les processus hydrologiques dans certaines régions et aggraver ces processus dans d'autres régions. Vous voyez un peu ce cycle de l'eau. Donc, il faut qu'on le réadapte à la réalité. Et la réadaptation a été faite pour la première fois par l'USGS. L'USGS, c'est un truc américain, hein, qui s'occupe plus ou moins de la recherche, de la production de cartes, etc. Et ils ont proposé un cycle qui intègre ces facteurs-là, anthropiques. Et je vais peut-être, comme c'est eux qui ont fait le boulot, je vais vous donner ça. Si vous voulez, la semaine prochaine, j'imprime pour les deux en couleur, et pour vous, je vous fais en noir et blanc. Ou sinon, je donne en couleur et chacun photocopie. Hein? Ça est là. Ce cycle hydrosocial qui a été pour la première fois mis à jour par l'USGS. Je pense que ça date de 2018, autour de 2018, qu'ils ont fait ce boulot d'intégration du rôle de l'homme dans le cycle hydrologique. Et ne plus seulement voir le cycle comme il est décrit ici, à travers les flux, c'est-à-dire les manifestations, évaporation, précipitation, écoulement et vice-versa. Donc, il faut intégrer le facteur humain. Et dans ce cycle global, de plus en plus, peut-être aller vers des cycles régionaux du cycle de l'eau, en intégrant les aspects du changement climatique, qui se manifestent de manière différente d'une région à une autre. Et aujourd'hui, par exemple, l'année 2023 a été une année particulièrement chaude, particulièrement même 2024. Et c'est lié à El Niño. Et El Niño, c'est un phénomène, hein, c'est naturel, hein, c'est des anomalies de circulation des courants marins. Et ça se passe en Amérique latine, c'est-à-dire au niveau du Pacifique Sud. Et ces anomalies sont des phénomènes localisés qui se déroulent généralement au courant du mois de décembre, mois de janvier. Et on l'appelle l'enfant Jésus. Vous voyez un peu, c'est la période de la nativité. L'enfant Jésus, El Niño. Et El Niño a la particularité de quoi? De bouleverser ce qu'on avait l'habitude de voir en termes de précipitation et en termes de chaleur, c'est-à-dire de température dans ces régions. Ça bouleverse. Et c'est un phénomène local qui aura des conséquences planétaires. Mais pourquoi de plus en plus on a plus fréquemment El Niño? El Niño, ça se déroulait, ça se passait peut-être une fois tous les 15 ans, mais maintenant c'est presque une fois tous les 4 ans. Ou une fois tous les 5 ans. Le cycle est devenu plus court. Et ça ne fait que s'emballer. Et vous voyez plus ou moins, on soupçonne le rôle du changement climatique dans cette accélération du processus El Niño. Donc l'homme, encore l'homme, parce que ce changement climatique est d'origine anthropique. Il n'est pas naturel. Il est d'origine anthropique.
Donc voici plus ou moins les réalités et l'adaptation impose qu'on fasse ressortir bien sûr les facteurs qu'on avait mis, avec les phases, etc., mais auxquels on va ajouter le rôle des lacs salés, les usages agricoles, l'élevage, les zones humides, les lacs d'eau douce, les usages domestiques. On va rajouter les usages industriels de l'eau. On va rajouter les usages des municipalités, le ruissellement urbain, les lacs, il faut en tenir compte, la fonte rapide de la neige, que vous soyez en zone de montagne ou en région tempérée, on voit de plus en plus qu'il y a une fonte rapide de la neige et des glaciers. Écoulement des rivières vers des bassins endorroïques. Qu'est-ce qui s'y passe au niveau de ces bassins où vous avez parfois beaucoup plus d'évaporation qu'autre chose, donc, on va tenir compte de plus en plus de ce cycle hydrologique, mais un cycle hydrosocial. Donc, il faudra lire, il y a des notes en bas qu'on vous a préparées. Et peut-être demander à votre camarade la source de son document qu'il a lu, qu'il a partagé avec vous. Pouvez-vous nous citer la source? La source du document. Le manuel d'hydrologie. De quelle année? Et publié par qui? D'accord. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire quand vous... André Mussy. André Mussy, très célèbre, vous avez vu en hydrologie générale ce qu'il a produit, et hydrologie fréquentielle. Donc il faudra partager la référence que je vais rajouter à la liste de la bibliographie. Désormais, vous devez lire, parce que ceci peut, je vous le dis encore une fois, moi je n'ai pas de secret avec les sujets. Je ne vous dirai pas qu'il va sortir, mais c'est une probabilité. C'est une forte probabilité. Ah, on vous a donné un exercice à faire, vous n'avez pas fait. Vous pensez qu'on est là pour s'amuser? Deuxième exercice. Qui veut corriger? Venez. Peut-être, est-ce que je l'ai pour que je l'affiche? Exercice numéro 2. Calculer les volumes moyens mensuels décennaux écoulés. Donnez les résultats en kilomètres cubes. Ici, pour calculer les volumes moyens mensuels décennaux écoulés, nous allons faire la somme des volumes écoulés mensuels de chaque décennie divisé par nombre de mois, 12. saa kay li mu wax nee la de du noonu nan la man de nee laa def man
Moi tamit. Ma comme fii. Du samay wax. Ah, benn hydrologue moo ko wax. Calculer les volumes moyens mensuels décennaux écoulés. Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme données? Décennaux. Donc par décennie. Quand je prends la période 51-60, je calcule le volume moins mensuel. C'est ça. Voilà. C'est bon? Oui, maintenant pour la dernière période, c'est la période 51. Oui, maintenant il y a la période 51-80 qui va nous servir, c'est la référence. Et vous allez comparer par rapport à cette période. Voilà, c'est la comparaison ici. On vous donne l'information. Si on vous a mis, c'est pour pouvoir comparer. Donc il faut déjà nous faire une équation, la formule de calcul. Vous enlevez le résultat, mettez un seulement. Voilà, enlevez le résultat. Voilà, un. Voilà, c'est bon. 1 kilomètre cube. Vous avez trouvé des volumes. Ça, c'est la période 51-60. La période 60-71. La période 71, il faut corriger. 51-60, c'est 61-70. 61-70. 71-80. 81-90. Mais dans ce type d'exercice, ce n'est pas seulement le résultat. Hein. Il faut poursuivre. Quelle conclusion? Que ce soit clair. Vous me mettez un chiffre, si vous ne commentez pas, moi je m'en fous. Peut-être que vous avez regardé à côté, vous avez copié. Ah si. Effectivement. Calculez. S'il s'agit seulement de calcul, vous restez là-bas. Donc quand on va mettre on vous a mis des pas de temps de 10 ans. On est tous d'accord. Et le sujet dit calculer les volumes moins mensuels décennaux écoulés et donner les résultats en kilomètres cubes. Vrai ou faux? Puis dans le tableau, on vous rajoute une donnée essentielle. C'est la normale 51-80. Elle n'est pas là par hasard. Vous ne l'utilisez pas. Vous ne l'exploitez pas. Ah. Mais c'est ça l'élément de comparaison. Donc il faut calculer ça. Communiquez-lui le résultat directement. Je sens que ça va bien, on va bien s'amuser. On va très bien nous amuser. Même. Et vous pensez qu'on va tout vous dire? On va tout vous dire. Après cela, attends. Hein?
On a dit pour cette course, c'est une normale. Et en hydrologie, en hydroclimatologie, la normale a un sens. La normale a un sens. C'est une période de 30 ans. La normale a un sens. Et il me dit que ce n'est pas une normale. C'est pas grave. C'est bon. Ensuite, on trouve combien? C'est ça. Oui, 1,903. C'est bon. Maintenant, commentez. C'est là où c'est intéressant. S'il vous plaît, qui veut commenter? Les résultats au tableau, qui veut les commenter? Quelle analyse on peut en faire? Je vous accorde 5 minutes. Et comme ça, c'est bon. C'est bien ou ce n'est pas bien. Parce que nous, ce n'est pas comme ça on a fait. Si vous faites la moyenne mensuelle pour chaque mois, vous n'êtes plus avec des décès. On est d'accord. Nous, ce qu'on cherche à comparer, c'est la moyenne mensuelle. Les moyennes mensuelles. Les moyennes mensuelles, c'est ça. Au fait, finalement, c'est la décennie. S'il vous plaît. Moi, je veux l'analyse, s'il vous plaît. Les résultats qui sont au tableau. Oui, il y a une autre qui lève la main. Comparer les volumes moyennes mensuelles décennaux écoulés en fondant sur nos connaissances propres. Les causes de cette variation, on constate une diminution progressive des volumes moyennes mensuels décennaux. Cela explique par plusieurs facteurs, à savoir la sécheresse est accrue due à une réduction de la pluviométrie. Les facteurs thermiques comme la température renforcent le phénomène d'évaporation de l'atmosphère, par conséquent de fortes déficits d'écoulement sur Terre. Les pertes en eau dues à la variabilité des sols, comme par exemple les sols sableux et argileux. Qui d'autre? Après, je ferai un commentaire. Des commentaires? Qui d'autre? Qui veut? J'entends, mais je ne vois pas. Qui claque les doigts? Non. Voilà. Bon, vu les résultats, de 1951 à 1960, on voit nettement que le volume mensuel de cette année-là est supérieur aux autres années, même l'année normale de 51 à 80, l'année normale. Ceci étant dit qu'on a une recrudescence du volume d'eau écoulé de 1951 jusqu'à 1900. Une diminution, je voudrais dire, de 1951 à 1990. Mais si nous prenons la normale, cette année seulement, de 1951 à 1960, est supérieure même à la normale. Une décennie autant pour moi, voilà. Ceci étant, bon, les causes... C'est un constat. Constat, oui, j'ai fait un constat. Le constat. Et le constat, on a tous les yeux pour voir. Vous n'avez pas encore analysé, vous avez constaté. Et le constat,
montre que les volumes d'eau écoulés pendant la période 51-60, ces volumes d'eau sont supérieurs aux autres périodes. C'est un constat. Et même supérieur à la normale 51-80 qui est normale de référence. Si je vous l'ai donné, c'est une normale de référence en microclimatologie pour la zone Afrique de l'Ouest. La normale 51-80 qui reflète au fait la variabilité de la pluviométrie au-dessus de notre région ouest africaine. Oui. En 1961, on commence à enregistrer une baisse de la pluviométrie, mais on n'était pas encore dans la sécheresse. Peut-être la fin de la période 60, c'est-à-dire autour des années 68, 69, 70. Effectivement, on commence à rentrer dans la sécheresse et ça impacte cette baisse que vous avez constatée du volume écoulé. La période 71-80 est très déficitaire en termes de précipitation, tout comme celle 81-90, c'est la période la plus sèche. Regardez son volume écoulé. Vous prenez aussi les séries, vous verrez que c'est la période la plus sèche. Généralement. Ça bat les records aussi de sécheresse. C'est là où on est vraiment au cœur de la sécheresse. C'est la décennie la plus sèche. Et ça se reflète par un volume écoulé très, très faible. Et quand vous comparez l'ensemble de ces données à la période 51-80 qui inclut cette décennie, mais aussi prend en compte les décennies sèches. Vous avez vu que le volume écoulé chute parce que les années de sécheresse viennent impacter cette longue période de 30 ans, le volume écoulé pendant cette période de 30 ans. Et que finalement, ce qu'elle a dit, et c'est ça que je vais retenir comme une conclusion, c'est-à-dire les précipitations constituant l'unique entrée dans le système, c'est l'unique apport. Lorsque ces précipitations varient, ça impacte l'écoulement de surface. Donc, on a une forte corrélation entre la variabilité des pluies et le volume d'eau écoulé. Forte corrélation. C'est bon? Tant mieux. Comme aussi, non seulement vous pouvez faire ce calcul-là, comme aussi vous pouvez prendre toutes ces données, le tableau, et vous faites pour chaque décennie une figure. Ici, on aura les volumes. Donc, volume. On a dit en kilomètres cubes, n'est-ce pas? Et là, on a les mois. Ça sera mai, juin, etc., 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 jusqu'en avril. C'est ça, non? Donc ici, on a l'échelle, c'est le mois. Et vous prenez pour une décennie, la décennie 51, 60, et vous faites pour chaque mois, vous reflétez sa valeur. Donc vous allez tracer des courbes, en quelque sorte. Et pour chaque décennie, ici c'est 1951-60, et vous faites le même travail pour chaque décennie. Et vous verrez, en termes de comparaison, ça donne aussi de très bons résultats d'analyse. Vous pouvez même aller jusqu'à comparer mois par mois, surtout les mois de maximum, c'est-à-dire les mois qui ont l'habitude d'enregistrer le maximum d'écoulement. Vous comparez. Donc ça aussi, c'est une approche très intéressante. En plus de calculer, vous faites la figure pour chaque décennie. Et ça ressort facilement les changements. Est-ce que je me fais comprendre? Et cette normale va plus ou moins, la normale vous l'illustrez parfaitement par un trait plus foncé. Et ici, vous dites c'est la normale 1951-60.
1980. Vous l'illustrez. Et ça donne aussi des éléments de comparaison entre les décennies par rapport à la normale. Donc pour chaque, ici par exemple, je vais mettre, c'est la période de 1961-70. Je fais le même travail que je vais refléter pour la période 1971-1980, par exemple, ainsi de suite. Donc vous verrez les décennies les plus humides qui ont enregistré beaucoup de précipitations et ça se réfère sur le volume d'eau écoulé. Parce que là, on était dans une période non influencée, il n'y avait pas de barrage. Il n'y avait pas de barrage qui puisse influencer l'écoulement. Donc vous voyez qu'on s'est arrêté à la décennie 90. C'est vrai, c'est en 86, 87, 88 que les barrages sont entrés en fonction. Mais c'était au tout début. C'est plus ou moins la période de remplissage du barrage. Il n'y avait pas tellement d'impact. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer les décennies en termes de mois. Qu'est-ce qui a changé dans les volumes d'eau écoulés par mois? Lui, c'est ce qu'il a voulu faire, mais il a faussé, parce qu'on travaille avec les décennies, on ne travaille pas avec le mois. Maintenant, si vous voulez faire mois par mois, c'est la seule approche qu'il faut utiliser, c'est-à-dire construire des courbes pour pouvoir comparer. Tout simplement, ça aide dans l'analyse. C'est bon? Voilà. Donc, c'est plus ou moins le même travail qui est demandé pour le deuxième exercice, je pense. C'est pas ça? On peut reprendre, s'il vous plaît. J'ai vu, on a un autonome pour corriger l'exercice. Et encore une fois, un exercice, on vous demande, on ne vous dit pas tout ce que vous devez faire. En termes d'analyse, c'est à vous. Un résultat, on l'analyse. Un résultat est muet. Si vous ne le faites pas parler, il ne parlera pas. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de calculer. Je pense que vous avez dépassé le stade de calcul. Après le calcul, qu'est-ce que je retiens? En quelque sorte. Donc, on va poursuivre avec les écoulements extrêmes. Et on était avec la crue. On avait presque fini avec la crue. Les écoulements extrêmes, la crue. Crue et étiage, on vous a dit que ce sont des phénomènes exceptionnels. S'il vous plaît, crue et étiage sont des phénomènes exceptionnels qui arrivent une fois par an. Ce sont les deux extrêmes de l'écoulement qui arrivent, qui sont enregistrés une fois par an. Et que la crue et le maximum d'écoulement, c'est le jour où le cours d'eau enregistre le maximum d'écoulement. Et ce jour intervient pendant la période des hautes eaux. Donc la crue survient pendant la période des hautes eaux. Et la crue et l'étiage, en termes de gestion de la ressource, sont des informations. Ce sont des informations capitales. Parce que l'homme va chercher à se prémunir de la crue. Parce que la crue, on la craint, va entraîner des dommages. Si vous avez aménagé un barrage, vous ne tenez pas compte
du régime de ce cours d'eau et des crues qui sont enregistrés, votre barrage va céder au bout d'un certain temps. Il ne tiendra pas. Vous construisez une route, vous n'avez pas intégré cette notion de crue, votre route va être coupée. Et ça arrive fréquemment dans nos régions en saison des pluies. Fréquemment. Surtout vers la région nord. En 2013, c'était dans le bassin de Josmon. C'était coupé. Complètement, la route était coupée. La route nationale, à hauteur de Josmon, était coupée. On ne pouvait pas traverser. Parce qu'on n'a pas tenu compte de la crue de la rivière. Donc c'est un phénomène qui est craint et qui, donc comme il est craint à cause des dégâts qu'il peut entraîner, il est beaucoup plus étudié, beaucoup plus caractérisé que l'étiage. Donc on a dit que la crue, c'est le jour où le cours d'eau enregistre son écoulement maximal et ce jour se situe pendant la période des hautes eaux. Vous ne pouvez pas trouver la crue en dehors de la période des hautes eaux. Et comme la crue, elle est crainte, il faut qu'on ait des outils pour se prémunir de ces effets. Et en quoi consistent ces outils? On va faire de l'analyse statistique. L'analyse statistique. Et l'analyse statistique, c'est en quelque sorte quoi? Vous avez vu tout le travail qu'on a fait. On va regarder les périodes de retour d'une crue maximale. Donc chaque année, on a une crue, donc on aura au bout de 30 ans une série de crues. Et on interroge les lois statistiques. Et les lois statistiques, compte tenu du climat de la région et des paramètres, par exemple le Q2, donc vous connaissez le test de grammaire, le Q2, le pi, etc. L'écart type. Donc il y a un certain nombre de paramètres qu'on va intégrer et l'œil, l'aspect visuel. Et on va choisir la loi la plus indiquée. Et généralement dans nos régions, les lois normales ne sont pas indiquées. Parce que nous sommes dans une région où la pluviométrie est variable. Donc vous ne pouvez pas avoir une loi normale. C'est généralement Goodrich, Fréchet, comment on l'appelle encore, Gumbel, la loi de Gumbel, etc., qui vont être beaucoup plus appliquées, beaucoup plus appropriées, beaucoup plus indiquées. Et ça permet de faire quoi? De calculer la crue de projet. Une crue de projet. C'est-à-dire, quand vous faites un aménagement, c'est un projet. Un aménagement hydro-agricole, c'est un projet. Vous voulez augmenter la capacité comment on l'appelle, de maîtrise de l'eau dans une parcelle agricole. Mais c'est un projet hydro-agricole. Donc, on va calculer la crue de projet. Et la crue de projet, tout dépend du niveau de sécurité qu'on recherche. Est-ce qu'on veut sécuriser l'ouvrage pour une période de 10 ans? Et en ce moment, il faut qu'on trouve une crue de période de retour de 10 ans. Elle est différente d'une crue de 1 an. Une crue de 1 an va être faible par rapport à une crue de 10 ans. Et on va investir dans ce sens, on va dimensionner notre ouvrage avec cette crue de période de retour de 10 ans. Maintenant, si on estime que 10 ans, c'est très proche, et que la ressource est disponible, on va peut-être prendre une crue de période de 50 ans, de retour de période de 50 ans, ou 100 ans. Et quand vous allez dans des villes comme Paris, la ville de Paris, vous verrez dans le cours qu'il y a un cours d'eau célèbre qui traverse Paris. De part et d'autre, c'est la Seine. Et la Seine, dans les années 1900, 1910, 1916, etc., quand la Seine débordait, les quartiers qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, Montmartre, les quartiers Notre-Dame,
etc., étaient entièrement inondées et ça pouvait générer même des morts. Et en 1916, il y a eu des morts, beaucoup de morts à Paris à cause du débordement de la Seine. Et que finalement, qu'est-ce qu'on a fait avec le baron Haussmann? Il a aménagé Paris en intégrant une crue, mais une crue d'une période de retour de 100 ans. Donc, la Seine à Paris est aménagée avec une période de retour de 100 ans. Et en 2016, effectivement, la Seine a débordé. Donc, les aménagements ont été faits dans les années 1916 et en 2016, il y a eu un débordement de la Seine. Pour vous montrer que c'était bien calculé et que les marges d'erreur étaient faibles. Est-ce que vous voyez un peu? Et cela a permis de protéger Paris de la crue. Et le débordement en 2016, il y a eu des morts, mais peut-être autour d'une dizaine. Alors que dans les années 1900, c'est par milliers. Quand la Seine débordait, c'était beaucoup de morts. Est-ce que vous voyez? Donc ça devient le but de projet, une période de retour de 100 ans. Et ça permet de sécuriser. Donc vous êtes là, et sachez que peut-être au cours des 100 ans là, vous allez être inondés. Et prenez des mesures. Et c'est là où on va intégrer dans les notions d'inondation aujourd'hui, on va intégrer la culture du risque d'inondation chez les populations. Après avoir calculé la crue de projet, vous avez fait vos aménagements, dimensionné votre réseau. Par exemple, le réseau d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées devait être fait sur cette base. Les routes doivent être sécurisées sur cette base. Donc, si vous dimensionnez, vous ne tenez pas compte de la crue de projet, mais votre réseau, soit il est sous-dimensionné ou il est surdimensionné. Et l'un et l'autre, il y a des conséquences. Le sous-dimensionnement entraîne la rupture, vous voyez, et le sous-dimensionnement entraîne des effets encore plus néfastes. Si vous êtes dans un bassin versant ou affecté par la salinisation, donc l'intrusion saline, et vous voulez construire des ouvrages pour lutter contre cette intrusion saline. Donc cela signifie que vous, votre ouvrage, vous devez stocker suffisamment d'eau pour pouvoir repousser le biseau salé au contact au niveau du barrage. Maintenant, si vous sous-dimensionnez, votre barrage n'est jamais rempli. Et l'eau de mer ne fera que pénétrer. Et c'est là où il y a encore plus de conséquences. Parce que quand l'eau de mer pénètre, elle ne peut pas ressortir, elle reste piégée à l'intérieur. Et si elle est piégée, par l'effet de l'évaporation, le sel est là, il se dépose et il va contaminer davantage. Donc vous voyez que le surdimensionnement et le surdimensionnement, tous les deux ont des conséquences. C'est pourquoi la crue de projet est fondamentale. La crue de projet. C'est pour se prémunir de ces risques de rupture dans des zones, des bassins versants, comme on l'appelle, côtiers, pour éviter que l'eau de mer pénètre à l'intérieur des terres et affecte les ressources en eau et les sols. C'est ça. Le sur ou le sous-dimensionnement. Il y a des effets en hydrologie. Donc, on va déterminer la crue de projet. Et je vous ai dit, la crue de projet, généralement, on dit 10 ans, donc une période de retour 10 ans. Mais tout dépend du niveau de sécurité qu'on recherche pour préserver, protéger nos ouvrages, les biens et les services, les personnes qui sont là, qui vivent dans ce milieu-là. La crue de projet découle d'une prédétermination d'une crue de projet tient compte d'un événement naturel ou hypothétique qui pourrait survenir au cours de la vie utile de l'ouvrage. On prend, je vous ai dit, généralement, c'est une période de 10 ans, donc une décennale. Et cette décennale sert au dimensionnement des ouvrages hydrauliques. Elle est définie, cette crue décennale, comme une crue provoquée par une pluie de récurrence décennale. Donc, elle est
conditionnée par une pluie de récurrence aussi décennale. C'est elle qui va générer une crue de récurrence décennale. Plusieurs méthodes d'estimation des crues de projet et des ressources en eau peuvent être utilisées. Au niveau des bassins versants qui ont fait l'objet de jaugeage, donc objet d'observation, objet de calcul de débit, vous avez mis des appareils, vous avez fait tout ce travail jusqu'à stabiliser votre boucle de carrage. À ce niveau-là, le calcul se fait à partir des séries hydrologiques. Donc vous avez une série de débits et vous l'introduisez pour calculer la crue de projet en fonction du niveau de sécurité recherché. Je tiens encore à ce niveau-là, à ce point-là, le niveau de sécurité recherché. Pour un bassin maintenant non jaugé, il y a plusieurs méthodes d'estimation. Et en Afrique de l'Ouest, il y a des méthodes qui ont été proposées, il y a des méthodes, ce qu'on appelle des méthodes empiriques, faites sur la base d'observation d'abord. Vous prenez un bassin versant, même s'il n'a pas été jaugé, mais vous avez installé peut-être d'autres types d'observations qui vous permettent d'avoir une idée sur le comportement hydrologique du bassin, même si vous n'avez pas fait des mesures. Ça dépend de la situation du bassin par rapport à la côte, c'est-à-dire par rapport à la mer. Ça dépend de la superficie du bassin. La méthode va dépendre aussi des pontes dans le bassin. Donc, la taille du bassin, la proximité par rapport à l'océan, et puis d'autres facteurs qui vont entrer en jeu, que ça soit pédologique ou topographique. Donc, la méthode de Rodier-Ouvreil, ou qu'on appelle aussi la méthode Austin, est appliquée, c'est une méthode pluie débit. D'abord, c'est un modèle pluie débit. C'est-à-dire, à partir des pluies, on va générer un débit de récurrence décennale. Puisqu'on a dit que la crue de récurrence décennale est générée par une pluie de récurrence décennale. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc, on va établir un modèle pluie-débit. C'est-à-dire, à une pluie donnée, on aura un débit correspondant. Et si vous prenez donc une pluie de récurrence 10 ans, vous allez avoir une crue de récurrence 10 ans. Donc, pluie-débit, modèle déterministe, pluie-débit, fondé sur la théorie de l'hydrogramme unitaire. Et cette méthode s'applique pour des bassins versants situés, inclut la bande littorale large, exclut une bande littorale large de 10 à 20 km. Par exemple, cette méthode, je ne peux pas l'appliquer à Dakar. C'est ce que cela signifie. Je ne peux pas l'appliquer sur la Somone. Je ne peux pas l'appliquer sur la Nema, etc., etc. Ça s'applique pour des bassins versants qui se trouvent à l'intérieur plus ou moins du continent. Pas sur le littoral. Donc on exclut une bande de 10 à 20 km. On est d'accord? Est-ce que vous me suivez? Puis, on a la méthode CIE de Puech et Chabi-Goni qui s'applique à des bassins versants de superficie supérieure à 200 km². Qu'ils soient proches ou non de la côte, ce n'est pas un problème, mais il faut qu'il soit un bassin versant de superficie supérieure à 200 km². Donc, je ne peux pas l'appliquer sur le petit bassin versant. Si c'est la NEMA qui ne fait que 50 km², je ne peux pas l'appliquer. Par contre, je peux l'appliquer sur la Somone, je peux l'appliquer dans le bassin versant de Magnetikoy, j'en passe. Donc, il n'est pas applicable sur des bassins versants de petite dimension. J'ai le modèle Girard développé en 1975 sur de petits bassins versants de superficie inférieure à 150 km². Donc, vous voyez un peu tous ces modèles déterministes, empiriques, vous les appliquez avec des conditionnalités. Et Dieu seul sait qu'en mémoire, l'année dernière, j'ai fait soutenir un étudiant qui a appliqué les méthodes. C'est-à-dire qu'il utilise avec ses critères
il ne va pas utiliser un seul modèle, il va utiliser plusieurs modèles et voir le modèle qui se rapproche de la réalité. Pourquoi la réalité? Parce qu'il y a des bassins versants qui sont proches de la zone d'étude de son bassin versant et qui ont fait l'objet de jugeage. Et il va comparer les débits par rapport à ce que les résultats issus de son travail, pour montrer plus ou moins la validité de la méthode. N'est-ce pas? Donc il y a des étudiants, on a soutenu, j'ai encadré des mémoires sur ce type de données. Ces 3 dernières années, il y a beaucoup d'étudiants, de mes étudiants qui ont travaillé sur ça. C'est un modèle très déterministe. Il y a un qui a déposé, qui l'a aussi appliqué en Casamance, parce qu'il n'y a pas de données observées. C'est le bassin versant de Djibouti. C'est sur la rive droite du fleuve Casamance. C'est entre Séoudou et Bignona. C'est là où se trouve le bassin versant de Djibouti. Et qui a fait l'objet d'aménagement. Il y a un barrage anti-sable dans la zone. Mais plus ou moins dimensionné à partir de ces méthodes empiriques, puisqu'il n'y a pas de données observées. On peut aussi calculer la puissance d'une crue. La puissance d'une crue. Parce que selon le domaine climatique, vous aurez des bassins versants avec des crues qu'on va plus ou moins donner des qualifications. Et le calcul de la puissance de la crue est fait à l'aide de cette formule. A, c'est la puissance de la crue, c'est le débit sur la racine carrée de la surface. A, c'est la puissance, ce n'est pas la surface. On sait que généralement on connaît A comme étant la surface, l'air. Mais ici ça concerne la puissance de la crue. C'est égal au débit divisé par la racine carrée de la surface. Et ça, c'est la formule de Pardé. La formule de Pardé, de Mier, recommandée par Coutagne et utilisée à une échelle mondiale par Maurice Pardé. Maurice Pardé, c'est peut-être le père de la pathologie française. Il a énormément travaillé sur l'hydrologie des bassins versants continentaux. Et voici, en fonction des valeurs de cette puissance de la crue, on va donner des qualifications à une crue. Lorsque la puissance de la crue est inférieure à 60, on dit que la crue est médiocre à modérée. Et Dieu seul sait que dans nos bassins versants, les petits bassins versants au Sénégal, c'est généralement entre 60 et 100 ans. Donc c'est des bassins versants à crue formidable, à très forte. Et parfois aussi des bassins versants à crue médiocre, à très médiocre. Crue médiocre à modérée. Lorsque la puissance de la crue varie entre 120 et 180, la crue est dite formidable. Et allant de 180 jusqu'à 300, on dit que la crue est exorbitante. La crue est exorbitante. Et dans ces régions où ces cours d'eau à crue exorbitante, il y a beaucoup de dégâts. Et souvent, ces crues-là vont concerner les régions de montagne. Ce ne sont pas les régions de plaines et plateaux. Les régions de montagne et les régions où il pleut suffisamment. Il pleut beaucoup. C'est là où on est susceptible d'enregistrer ce type de crue formidable, exorbitante. Maintenant, l'étiage. Autant l'homme a peur de la crue, autant l'étiage aussi a des conséquences néfastes sur des projets de développement. Parce que conditionne la disponibilité de l'eau pendant la période des basses eaux. Puisque l'étiage je
disais que autant on craint la crue, autant aussi l'étiage informe sur la disponibilité de la ressource en eau pendant la période des vaches. Parce que si vous avez un projet de développement, qu'il soit industriel, agricole, j'en passe. Et je prends l'exemple de nos régions où la saison des pluies dure peut-être maximum 5 mois. Le reste de l'année, il ne pleut pas. Si vous ne déterminez pas la disponibilité de la ressource en eau pendant l'étiage, vous allez investir, mais peut-être à perte. Vous n'aurez pas d'eau. Et de plus en plus dans nos régions, au Sénégal plus spécifiquement, et je pense que c'est tous les régimes qui ont traversé le Sénégal qui ont eu cette volonté de l'autosuffisance alimentaire. Et l'autosuffisance alimentaire doit être assurée par une agriculture qui est productive. Ce n'est pas une agriculture pluviale. L'agriculture dont il sera question pour assurer cette autosuffisance alimentaire doit être fondée sur l'irrigation. Pour irriguer, il faut de l'eau. Tout le monde parle de la modernisation de l'agriculture, ce n'est pas seulement les outils, hein. Ce n'est pas uniquement ça. Acheter des camions, acheter... Non, ça va au-delà. Il y a l'eau. Et il me semble que tous ces hommes politiques-là, ils oublient l'eau, qui doit être au centre de leur préoccupation. La disponibilité de l'eau doit être au centre de leurs préoccupations s'ils veulent réussir cette autosuffisance alimentaire. Sinon, ça sera des paroles en l'air. Juste des intentions. Or, pour savoir si ou un bassin versant ou un cours d'eau dispose de ressources en eau en toute saison, ce qu'on appelle les ressources régulières, pour ceux qui font le cours de ressources en eau, ce sont les ressources régulières là. Il faut calculer le débit d'étiage. Donc, vous devez déterminer l'étiage. Si au cours de chaque année, l'étiage est égal à 0 ou proche de 0, cela signifie qu'il n'y a pas d'eau. L'eau manque dans cette région-là. Donc, il faut une politique de stockage de la ressource. Il faut une politique de stockage. Une politique d'amélioration de la disponibilité de l'eau tout au long de l'année. Pour qu'on, plus ou moins, on cherche plus ou moins à s'affranchir uniquement du bon vouloir de la pluie. Il pleut, on cultive, il ne pleut pas, on ne cultive pas. C'est pas ça. Il faut moderniser, c'est vrai. Et la modernisation de l'agriculture passe par la disponibilité de l'eau. Et vous comprenez des enjeux aujourd'hui. Tous les enjeux qu'il y a autour du lac de Guiers, les communes de Mban, de Kermomassar, de Nint, de Sierre, les communes, vous allez dans la région de Richard Toll, Saint-Louis, Matam, vous avez vu tous ces agro-business, ces gros investisseurs, qu'ils soient internationaux comme nationaux, les hommes politiques, qui s'accroîtent des prérogatives, des droits, et qui vont aller s'accaparer les terres. Facilité par quoi? La loi sur le domaine national, qui dit que la terre n'appartient pas aux paysans, il appartient à l'État. Donc le paysan n'est qu'un utilisateur de la terre, même si pour chez le paysan, il a son mode de fonctionnement, son droit. Parce que chez lui, la terre appartient au premier à l'avoir mise en valeur. Donc c'est le droit du feu et de la hache, le droit traditionnel. Et ce droit traditionnel vient en contradiction avec le droit moderne, qui dit non, la terre ne vous appartient pas, vous n'êtes qu'un usufruit. Donc un usager. Et la terre appartient à l'État. Et l'État peut récupérer la terre à tout instant, si le besoin se présente, si les enjeux de développement se présentent. L'État vous exproprie et confie la terre aux plus grands producteurs.
Et vous avez vu, il a fallu une forte mobilisation de la part des communautés locales dans les années 2011, 2010, 2011, que ce soit en Ban, que ce soit à Fanaï, etc., pour que les populations puissent vraiment contrôler le foncier rural. Parce qu'on voulait les déposséder de ce contrôle du foncier rural. Et tout l'enjeu, c'est quoi? Parce qu'au niveau de la pécuère, vous avez la disponibilité de la ressource 12 mois sur 12. Donc, propice à l'agriculture irriguée, propice à l'investissement dans l'agro-business. C'est des enjeux. L'étiage. Vous avez vu tous ces enjeux pour la politique de l'État. Donc on est obligé de considérer pendant la période où le cours d'eau se trouve dans les moments les plus difficiles. Il n'est plus alimenté ni par la nappe, parce que la nappe va agir faiblement, ni par la pluie, et on regarde quel est le débit. Est-ce que ce débit peut soutenir un développement durable, un développement agricole, pour fournir de l'eau aux populations qui sont établies par là, peut proposer de l'eau, fournir de l'eau aux industries, donc aux activités socio-économiques et à l'environnement. On a tendance à oublier l'environnement, puisqu'il y a un débit environnemental. Il ne faut pas qu'on l'oublie. On ne peut pas tout prélever. On prélève, on laisse une partie à l'environnement pour que l'environnement continue à régénérer, à se régénérer et à nous fournir ces services écosystémiques. C'est ça, le début des TH. Pour moi, qui est aussi important que la crue. Donc, c'est le débit moyen le plus faible sur N jours consécutifs. Les TH, N jours consécutifs. On peut aller même jusqu'à affiner. On a dit que c'est le débit le plus faible enregistré au cours de l'année. Mais je vais vous montrer des méthodes dans le cadre de l'analyse de l'ETH. Ramener en période de basse. C'est le débit moyen du mois le plus faible, le débit classé le plus faible de N jours consécutifs, 10 jours, 20 jours, 30 jours. Il faut faire la différenciation entre la crue et la période de hautes eaux, et entre les tirages et la période des basses eaux. La crue se trouve, c'est le jour où le cours d'eau enregistre le débit le plus élevé, et ce jour intervient, se situe pendant la période des hautes eaux. Retenez. Et les tirages, c'est le jour où le cours d'eau enregistre le débit le plus faible, et cela intervient en période de basse eaux. Donc c'est un jour. Pour l'étiage et la crue, ça sera un jour. Alors que les hautes eaux peuvent durer plusieurs mois, 1 à plusieurs mois, et les basses eaux peuvent durer 1 à plusieurs mois. C'est bon pour la différence? Donc, tout cours d'eau connaît 2 jours dans l'année hydrologique, où il enregistre le débit le plus fort, donc le débit le plus élevé, et le débit le plus faible, les deux extrêmes. Les 2 jours, l'un va correspondre au jour où le cours d'eau enregistre le débit le plus élevé, et l'autre va correspondre au jour où le cours d'eau enregistre le débit le plus faible. Ces 2 débits étant par ailleurs les plus forts et les plus faibles, il s'agit aussi de phénomènes exceptionnels. Ça intervient une fois dans l'année pour la crue, une fois dans l'année pour l'étiage. Dans l'année, mais pas dans la vie d'un cours d'eau. Ce n'est pas exceptionnel dans la vie d'un cours d'eau, puisque chaque année, ça se renouvelle. L'assimilation en domaine tropical entre hautes eaux et crues et entre basses eaux et étiage provient du fait que la crue intervient pendant la période des hautes eaux et l'étiage pendant la période des basses eaux. Crue et étiage sont les valeurs extrêmes atteintes chaque année et durant les périodes normales de hautes eaux et de basses eaux. Et les crues ont été plus étudiées que les étiages en raison de leur caractère dévastateur, je vous l'ai dit. Et du fait que c'est de ce phénomène dont il faut protéger
les ouvrages, les hommes de la catastrophe. En revanche, l'étude des étiages est plus difficile du fait du manque de mesures précises et des difficultés même de ces mesures. Mais ils ont aussi des conséquences négatives par leur sévérité, pouvant occasionner un arrêt de l'écoulement. En général, les rivières de plaine ont des étiages misérables, c'est-à-dire des étiages très faibles. Dans une étude détaillée, la détermination des débits minima ne suffit pas à caractériser les étiages. On a toujours intérêt à établir la fréquence saisonnière des basses eaux, surtout si les cours d'eau connaissent deux périodes de faible alimentation, l'une en été, l'autre en hiver, et ce travail permettant d'apprécier la valeur relative de ces deux périodes de maigre. La cause des étiages. Qu'est-ce qui entraîne un étiage? Et j'aime souvent dans les régimes, quand on verra les régimes, de me donner les causes des hautes eaux et des basses eaux. Qu'est-ce qui est à l'origine des hautes eaux, l'origine des basses eaux? À l'inverse de la crue, l'étiage s'établit lentement et s'arrête brutalement, et les causes sont dues à une carence dans l'alimentation. Des sécheresses prolongées, sinon les nappes peuvent soutenir des débits de base. La végétation, par le système racinaire qui pompe l'eau de la nappe. L'allure de la courbe de décroissance dépend des restitutions fournies par les nappes phréatiques. Et si les nappes sont importantes, les cours d'eau présentent des courbes marquées par un palier presque horizontal dû au soutien. L'étiage est décrit par la valeur du débit instantané atteint, enregistré le jour du minimum. Pour analyser l'étiage, il faut noter le jour où il intervient. Et à partir du débit de pointe de crue, on établit la courbe des débits classés. La courbe des débits classés. Donc on va classer les débits du débit le plus élevé au débit le plus faible. Aïe. S'il est 10 heures, vous me dites, hein, parce que là, je ne sens plus l'heure passer là. Ah, il reste. Bravo. Alors, on va partir du débit le plus élevé au débit le plus faible. Donc on fait ça. Je mets Q en mètres cubes par seconde. Et là c'est des jours, hein. On met ça par jour. Ça sera 30 jusqu'à 300 combien? 365 jours. Jusqu'à 365 jours. Et on établit, on trace la courbe des débits classés. Les débits les plus élevés sont là. On peut observer ça. Une année. Et en ce moment, on va déterminer, ici peut-être c'est 90 jours. 90 jours, c'est combien de mois? Et on projette, on regarde. Pendant 90 jours, on verra que les débits varient entre cette valeur et l'autre valeur. Ça, c'est 90 jours sur combien? 365.
Et puis, on prend ici, parce qu'il y a une cassure, peut-être c'est 110 jours. On projette. Et on vérifie. Suivi d'une période où le débit est compris. Et puis le reste de l'année, vous avez vu que le débit, je vais mettre ici 50, 100, 200, 500, etc. Le reste de l'année, 365 moins 110, il reste 200 combien? 255. Donc vous voyez, pendant 255 jours, les débits sont faits. C'est ça l'analyse qu'on doit ressortir. Et ça, encore ici, j'ai été très généreuse. Il arrive dans des cours d'eau où l'essentiel de l'écoulement se déroule en 2 mois. 60 jours. Le reste de l'année, il n'y a plus d'écoulement. Et vous verrez une forte cassure entre le maximum et les valeurs minimales de débit. Donc ce travail, il est fondamental. C'est pour montrer la période pendant laquelle on a un excès de disponibilité de l'eau. Si vous êtes en situation, dans ce type de situation, il faut un aménagement. Ça s'impose. Il faut un aménagement, un barrage. Cela s'impose forcément. Si vous êtes ensuite dans ce type de situation, c'est là où on justifie d'intervenir. Et l'homme va intervenir pour artificialiser l'écoulement. Et le mettre en mode influencé par le barrage, pour stocker de l'eau. Parce que si vous ne le faites pas, le reste de l'année, vous n'avez pas d'eau. Et pendant les années de sécheresse, vous verrez même, on peut arriver à 0 carrément. Et le fleuve Sénégal avait connu cette période. Les années 70, les années 80, les années 90, jusqu'au moment où les barrages sont entrés en fonction. Donc, il faut forcément un aménagement. Si vous ne le faites pas, ben, le reste de l'année, vous dites, parce qu'aujourd'hui, toute la politique en Europe, parce qu'eux, ils ont beaucoup aménagé. Hein. Dans un cours d'eau, on peut rencontrer plusieurs barrages. Et un barrage a des conséquences. Je vous le dis tout de suite. À la fois positif et à la fois négatif. Un barrage a des conséquences. Mais il s'agit d'un problème d'équilibre. Quand vous faites un barrage, vous aménagez un barrage, vous devez faire une étude d'impact. Voir, en termes d'impact, est-ce que les impacts positifs sont plus importants que les impacts négatifs? Si c'est le contraire, ça ne vaut pas la peine. Parce que vous allez transformer votre milieu et le dégrader davantage. Donc, comment réduire ces effets-là négatifs? Et un barrage a aussi des conséquences du point de vue de la société. Je vous ai parlé du lac de Guiers. Le lac de Guiers, il n'y a pas d'aménagement. Oui, il y a des barrages au niveau du lac de Guiers. Que ça soit, il y a une digue qu'on appelle la digue de Kermomassar, qui est au sud, et les digues qui se trouvent au nord, en Dombo et à Richardton. En plus de la Taoué, qui a été aménagée. Mais l'essentiel de l'aménagement, quand on parle aujourd'hui du fonctionnement hydrologique du lac de Guiers, il faut le relier au fleuve Sénégal, donc les barrages aménagés sur le fleuve Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, c'est le fleuve Sénégal qui alimente le lac. Entièrement. À plus de 95%, l'alimentation est liée, c'est une alimentation fluviale. Ce n'est plus pluvial. Maintenant, c'est le fleuve qui l'alimente. C'est le fleuve qui alimente le lac.
et qui a amélioré la disponibilité de la ressource en eau au niveau du lac de Guiers. Et puisqu'il y a de l'eau, je vous ai parlé de l'arrivée massive de l'agrobusiness, des investisseurs qui vont s'accaparer les terres des paysans. Ils n'ont plus de terre. Donc, il y a un impact social au niveau des communautés. Et ces communautés vont être transformées en main-d'œuvre pour ces investisseurs. Et c'est ce qui justifie que dans ces zones-là, vous avez beaucoup de départs vers l'immigration. Allez là-bas, est-ce que vous trouverez des jeunes? Si vous trouvez des jeunes, venez me dire, madame, vous ne dites pas la vérité. Ils sont tous partis. Ils sont partis. Aujourd'hui, c'est là-bas où l'État fait ses fermes agricoles. Ce qu'ils appellent les DAC, les domaines agricoles communautaires, les DAC. C'est là-bas. Et ça se fait au détriment du foncier rural. Et au-delà de l'aspect foncier, c'est au niveau du lac de Guiers qu'on prélève de l'eau pour l'amener à Dakar. Et ça passe sous le nez de la population locale. Des questions d'injustice. Et les populations se plaignent qu'ils vivent à proximité du lac et n'ont pas de l'eau de qualité. Ou achètent de l'eau de qualité à un prix très élevé. À un prix très élevé. Parce qu'il y a des intermédiaires qui vont fournir le service. Et ils ne sont pas là pour les beaux yeux de la population. La question de la réforme de l'hydraulique rurale. L'hydraulique rurale. Où nous avons maintenant des investisseurs privés, comme ici, c'est la Seine-Eau. Ailleurs, en milieu rural, il y a des sociétés qui fournissent ce service aux populations à un prix très élevé. Et donc, il y a des questions d'inégalité, mais c'est surtout de justice, la justice de l'eau, puisque ces populations-là, l'eau de qualité, ils voient juste la couleur et les tuyaux qui traversent et qui vont alimenter d'autres ailleurs. Et ils se considèrent, peut-être qu'on les considère comme des sous-hommes. Vous voyez la question de l'injustice autour de la ressource en eau est liée aux aménagements. L'autre chose, et je vais peut-être m'arrêter là, toujours avec ces transformations, ces impacts socio-économiques au plan local, c'est le changement dans les pratiques agricoles. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ces régions, c'était une agriculture de décrue qui se faisait dans les cultures c'est dans le guéri. Les cultures de décrue, c'est-à-dire c'est quand la crue du lac se retire, les populations viennent, pratiquent, vont peut-être semer le riz, etc. Et le riz va profiter de l'humidité du sol et arriver à maturation au moment indiqué. Mais 12 mois sur 12, il y a de l'eau. Il n'y a plus de décrue. 12 mois sur 12, il y a de l'eau. Donc, ces populations ne peuvent plus pratiquer la culture de décrue. Et les zones qui étaient destinées à ces cultures de décrue sont occupées par les grands entrepreneurs agricoles. Donc, vous voyez toute la problématique autour de l'eau. C'est pourquoi j'aime l'hydrologie. Vous avez compris? C'est pas de la passion, non. J'y crois. Je ne suis pas passionnée. Donc, c'est des problématiques qui sont là et qui nous préoccupent tous, puisqu'il s'agit des questions de développement. Développement local, mais développement national aussi. Maintenant, quel équilibre par rapport à toutes ces problématiques que je viens d'évoquer? Quel équilibre? Parce qu'il faut trouver un équilibre.
Je ne suis pas contre le développement, mais je tiens compte de l'intérêt de la population. Maintenant, comment concilier les deux? C'est là aujourd'hui la problématique. Comment être beaucoup plus juste, rendre justice à ces populations? C'est là la problématique. Je n'ai pas encore de solution, j'y réfléchis. Et pour moi, il faut une démarche endogène. La démarche endogène, c'est quoi? C'est de travailler avec les populations pour l'identification des solutions. J'en passe. Maintenant, à partir de là, pour l'étiage, on peut calculer la courbe de tarissement. Parce que dans un cours d'eau, le tarissement n'intervient pas de manière brutale. On vous a dit que la courbe de tarissement va être soutenue, la courbe de décrue est soutenue par la restitution par les nappes. Les nappes vont alimenter le cours d'eau quand il n'y a plus d'entrée. Et en ce moment-là, vous aurez une restitution progressive au cours d'eau et cette restitution est assurée par la nappe. Mais les nappes ne vont pas se vidanger parce que la nappe, elle est structurée sur une colonne verticale. Comment ces nappes vont soutenir progressivement. Donc elles vont se vidanger les unes après les autres, de les nappes les plus superficielles vers celles qui sont plus en profondeur. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, en ce moment-là, vous allez, on étudie l'équation du tarissement qui est la suivante. Q égale, c'est le Q0 qui est le coefficient de tarissement. Mais on est obligé de passer par Q d'abord. Q égale Q0 exponentielle 1 moins KT. Q0, c'est le débit du tarissement, c'est-à-dire le J1. Et le J1, on peut le considérer dès que les pluies s'arrêtent. On va considérer le J, comment on l'appelle, le J1, dès que les pluies cessent. C'est la fin de la saison des pluies. On dit que c'est là qu'on commence le tarissement. Parce que c'est la décrue qui entre en jeu. N'oubliez pas dans nos précédentes, les phases qu'on a vues, que la décrue intervient, la phase de décrue intervient dès que les sorties sont supérieures aux entrées. C'est ça qu'on avait dit, hein? Vous l'avez oublié. Q, c'est le débit au jour J plus T. T, c'est le nombre de jours entre Q0 et Q. Et K, le coefficient de tarissement. Je vais venir la semaine prochaine avec un exercice où on avait calculé pour vous montrer comment on calcule le coefficient de tarissement. La transformation de l'équation donne le coefficient de tarissement obtenu K égale log de Q moins log de Q0 sur T. K, c'est log de Q moins log de Q0 sur T. Vous connaissez les fonctions log? La valeur du coefficient de tarissement K détermine l'existence ou non de nappe de soutien. Ça détermine, en fonction du K, la valeur du K, on sait que la nappe apporte ou la nappe n'apporte pas l'écoulement, ne contribue pas à l'écoulement. Les faibles débits suggèrent l'idée d'un amenuisement considérable des ressources en eau souterraine. Et souvent dans nos régions, à la suite d'une longue période de sécheresse, souvent le débit de tarissement est faible. Les débits de tarissement sont faibles à la suite d'une période de sécheresse. Plus le coefficient est faible, plus le cours d'eau est soutenu, plus les nappes sont importantes. Le débit de la nappe est donné par la relation débit nappe égale Q0 sur K. La courbe de variation des débits moyens mensuels montre plusieurs phases.
La première phase est descendante, c'est la phase descendante des débits, elle est liée aux averses, à l'alimentation et se limite à la pointe de crue. C'est le maximum de l'alimentation, donc la pointe de la crue au niveau de l'hydrogramme. La deuxième phase, qui est la phase de décrue, est liée au ruissellement hypodermique. La troisième phase, c'est la phase de tarissement qui est liée à la vidange des nappes superficielles. Et la quatrième phase symbolise la fin du tarissement. L'écoulement n'est plus soutenu que par des nappes profondes et ce débit de gaz va diminuer jusqu'à l'étiage absolu. Bon. Je voulais... Ici, ça parle parce que l'irrégularité, au fait, elle est différente de la variabilité. L'irrégularité est différente de la variabilité. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous documenter dedans sur l'irrégularité des débits et la variabilité des débits. N'est-ce pas? Donc, que cela suscite votre curiosité. Les débits caractéristiques, c'est ça que je vous ai montré tout à l'heure, la courbe des débits caractéristiques. Et je vous montre l'exemple de débit caractéristique, un élément qui l'illustre. Regardez ici, nous avons la courbe des débits classés de Parma. Courbe caractéristique des débits classés du bassin versant de Parma, situé dans la zone de montagne de l'Apennin, où la pluviosité est relativement importante. Mais regardez, la pluviosité est importante, mais on peut déjà voir que les débits extrêmes sont concentrés sur une courte période de l'année. Puis on va passer à l'écoulement moyen. Et l'écoulement, il va être faible à partir de peut-être du 6e mois. Parce que c'est donné en termes de mois. À partir de 6 mois, l'écoulement devient faible. Donc 6 mois dans l'année, on enregistre des écoulements assez faibles. Parce que c'est l'effet de la pente. L'eau n'a pas le temps de s'infiltrer. Toute l'eau contribue au ruissellement. Et donc la pluie, il y a le dégel, il y a les précipitations. Tout ceci va être écoulé rapidement au détriment de l'infiltration. Et pendant les périodes de basses eaux, il n'y a pas d'apport. La restitution des nappes n'intervient ou intervient très vite. C'est ce que cela signifie. Donc on a dit les fleuves qui descendent de cette montagne présentent des périodes de basses eaux et d'étiage accentuées de longues périodes. On a l'importance des débits qui apparaît sur la courbe de durée des débits. Seulement 182 jours par an ont un débit supérieur à 1,24 m3 par seconde. 182 jours, c'est la moitié de l'année, c'est les 6 mois. C'est les 6 mois dans l'année où le débit vraiment, il est faible. Le reste de l'année, le débit est faible. C'est-à-dire que pratiquement la moitié de l'année, le débit est presque nul, alors qu'en période de crue, le Parma peut avoir des débits assez forts. Les débits assez forts qui atteignent les 300 m3 par seconde. Et on voit donc apparaître l'assèchement du fleuve en période de basses eaux estivales, durant lesquelles le fleuve est à sec régulièrement. Et la durée de cet assèchement peut être longue lors d'étiages très marqués. En synthèse, parce que la semaine prochaine, je commence avec les régions fluviaux. En synthèse, je dirais que la prédétermination de crues et d'étiage permet de gérer les risques hydrologiques. Les risques hydrologiques, il faut voir ça en termes d'extrême d'eau, c'est-à-dire abondance d'eau, et en termes de rareté d'eau. Les deux extrêmes constituent les risques. S'il vous plaît, arrêtez de bavarder. Il n'est pas encore l'heure, je suis désolée. Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques et la protection des populations des inondations peut causer des dommages de coût importants.
Et c'est pourquoi on va chercher à se prémunir de ces extrêmes-là. Et la connaissance des disponibilités en eau pour mieux répartir les activités socio-économiques durant l'année hydrologique nous impose aussi à étudier l'étiage. Les crues et les étiages restent les manifestations les plus spectaculaires du comportement hydrologique d'un bassin versant et servent à définir le régime hydrologique. Je vous remercie.